voudrais parler ce soir, ce 24 avril 2014, de ce philosophe du XIVe siècle que fut Guillaume d'Occam, et qui est mort d'ailleurs à peu près en 1347, donc 600 ans avant ma naissance. Et je sens beaucoup d'affinité avec ce philosophe anglais, qui s'écrit d'ailleurs en français parfois O2CAM, ou parfois en anglais OCKAM, enfin, peu importe, et qui est connu, mais c'est une notion qui n'a jamais employé de son vivant, mais qui a été utilisée par la suite, avec l'expression du rasoir d'Occam. Et finalement, j'aime bien cette parabole, cette image du rasoir, qui m'est très proche d'ailleurs par ailleurs, parce que je me m'intéresse beaucoup à la coiffure. Pour moi, la coiffure, c'est une espèce de jardin. Et moi-même, je m'intéresse aussi beaucoup au jardin. Et j'aime bien l'idée de couper les cheveux, de sculpter la chevelure, la coiffure. Mais en ce qui concerne l'astrologie, je pense que cette idée-là m'a toujours été très familière. Même si je dois avouer que je n'avais pas vraiment compris ce que représentait cette expression du rasoir d'Occam, et que je n'avais pas eu de curiosité particulière pour le savoir. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Ça m'avait un peu échappé. Et je m'aperçois que je suis très occamiste. Alors, Occam est considéré comme un grand nominaliste. Et le nominaliste s'oppose traditionnellement, à l'époque de la Sorbonne, n'est-ce pas, s'oppose aux réalistes. Et je pense que d'une certaine manière, les astrologues aussi peuvent se classer entre ces deux camps. Le camp des occamistes et le camp des réalistes, et notamment d'un certain Hatton, achat de théorème, Walter Hatton, qui était un des adversaires les plus virulents des vivants de Guillaume d'Occam, qui, ne l'oublions pas, a enseigné à la Sorbonne, entre autres. Et les deux grandes villes d'ailleurs universitaires de l'époque, c'était Oxford en Angleterre et Paris en France. Et donc la morale de ce rasoir d'Occam, de ce principe d'économie, on dit même parfois de parcimonie, c'est l'idée qui doit être très intéressante, et même probablement plus intéressante que le discours de la méthode de Descartes, qui ne sera présenté qu'au début du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ce qui n'est pas indispensable. Il ne faut pas en rajouter. Donc c'est une approche assez réductrice par certains côtés. Et la grande question qui se pose dans le cas de l'astrologie, c'est de savoir à quelles conditions peut-il exister une astrologie, et quelles sont les conditions minimales d'existence de l'astrologie. Et il est quand même plus facile d'appréhender ce qui est minimal que ce qui est maximal. Au maximal, il n'y a pas de fin. Que faut-il pour faire accepter l'astrologie? Une question qu'on ne se pose pas si souvent que cela. On dit qu'il faut connaître l'astrologie. Mais quelle astrologie? L'astrologie telle que nous la connaissons, telle qu'elle est devenue, ou bien la science astrologique telle qu'elle pourrait être, telle qu'elle devrait être, et telle qu'elle a probablement été dans un passé fort éloigné. L'approche nominaliste de l'astrologie, qui est occamienne justement,
voudrait que l'on essaie de présenter l'astrologie sous sa forme la plus facile à accepter, sans rajouter, sans faire de la surenchère. Mais cela exigerait de mettre beaucoup d'eau dans son vin par rapport à l'astrologie actuelle, qui est loin d'être minimale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on sait bien que, justement, le réalisme, ici, ce serait de dire, il y a des planètes, ce sont des objets, des corps matériels bien réels. Et ces corps matériels, ils exigent, ils constituent la base d'un système de signification. C'est ce que pense Jean-Pierre Nicolas. Il nous parle quelque part, matériellement, par leur présence dans le ciel. Il nous dit ce qu'ils sont par leur distance, qui permet à Nicolas de créer ce système RET. Il y a 3 groupes de planètes qui sont répartis dans l'ordre de distance au Soleil. Soleil, Mercure, Vénus, le groupe R, Mars, Jupiter, Saturne, le groupe E, et puis Uranus, Neptune et Pluton, le groupe T. Représentation, existence, enfin. Alors, vous savez bien gentil, ça c'est effectivement, Nicolas appartiendrait aux réalistes, c'est-à-dire à ceux qui veulent considérer que l'astronomie constitue la réalité objective et référentielle et matricielle de l'astrologie. C'est un parti pris. Il vaut ce qu'il vaut. Et puis en face, il y a les nominalistes, dont je suis en quelque sorte, en tant qu'héritier spirituel, si on peut dire, de Guillaume d'Occam. À savoir que tout ce qui a un nom ne correspond pas forcément, n'a pas forcément à être porté par un objet. C'est parce qu'il y a des dieux dans la mythologie que ces dieux doivent être référés nécessairement à des planètes, des astres. Ils ont le droit d'exister en tant que dieux et même en tant que concept et en tant que symbole. Et on retrouve là effectivement une édite que Barbeau avait signalée en son temps entre les physicists et les symbolistes. Mais là, c'est un petit peu sur notre plan. On va voir pourquoi, parce que je ne me situe pas comme symboliste, mais je me situe comme techniciste. Pour moi, l'opposition, c'est entre science et technique. Et la technique, elle a tous les droits, la technique. La technique, elle prend de la science ce qu'elle veut bien en prendre, comme l'art d'ailleurs. Elle utilise ce dont elle a besoin. Elle n'a pas utilisé un métal dont elle n'a pas besoin pour faire un objet X. Donc la technique n'a pas une approche exhaustive. Elle a besoin d'être renseignée par la science de ce qui existe. Mais elle ne prendra de la science que ce dont elle aura besoin, qui est un besoin nécessaire. On retombe dans l'idée occamienne de nécessité. Donc, de quoi l'astrologie a-t-elle nécessairement besoin? Elle a besoin d'un mouvement que lui donne le cosmos. Un cycle. Et j'ai bien dit un cycle. Elle a besoin d'un cycle et donc d'une planète qui va avoir une certaine évolution, une certaine progression dans le ciel à travers l'écliptique et dont on va pouvoir baliser la course par différents moyens que l'astrologie a élaborés en cours de route. On ne reviendra pas sur ce point dans le média. Mais il faut quand même savoir
l'analyse, c'est-à-dire qu'on découpe son cycle. Alors, il y a eu des solutions d'André Barbeau et de son frère Armand Barbeau, alias Rumégus, avant et pendant la guerre et après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, autour de la notion de cycle planétaire. Sous cette expression assez vague, on entendait la combinatoire de deux planètes. Et forcément, l'une plus rapide que l'autre, par définition. Comme par exemple, le cycle Saturne-Neptune, de bonne, heureuse mémoire. Mais le cycle planétaire, il y en a des tas. Et normalement, la pensée réaliste, il n'y a aucune raison de n'en prendre qu'un seul. Aucune raison, dis-je, de n'en prendre qu'un seul. Il faut que toutes les combinatoires planétaires fonctionnent en astrologie. Ça, c'est le délire réaliste. Pour les nominalistes, il faut un cadre, une armature, un socle, qui peut être constitué donc d'une seule planète, qui va traverser, qui va parcourir le zodiaque. Et au fur et à mesure qu'il parcourra le zodiaque, eh bien, on pourra poser un certain nombre de balises. Alors on peut imaginer toutes sortes de balises, mais pour ne pas rentrer dans le détail, il y a des étoiles fixes qui sont positionnées tout au long de la course de Saturne et qui constituent des balises dont certaines peuvent être choisies, puisqu'on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire, j'emploie bien délibérément cette expression de nécessaire qui est très occamien, il n'est pas nécessaire que toutes les étoiles fixes soient utilisées pour baliser Saturne, ce serait d'ailleurs la folie furieuse. Donc il en faut quelques-unes, 2, 3, 4 par exemple. C'est que moi-même j'ai choisi 4 balises qui sont les 4 étoiles royales. Mais on pourrait imaginer d'autres systèmes dans le point de vue théorique. Donc là on est dans une astrologie nécessaire. Un cycle, une planète et quelques étoiles qui vont baliser la course de la planète et déterminer des phases successives. Et ces phases successives, on va les désigner. Comment les désigner? Il y a différentes façons de les désigner. Il s'agit d'un cycle, il s'agit d'une progression. Et puis on peut utiliser les 4 saisons. On peut utiliser les moments de la journée. On peut mettre n'importe quoi. Il s'agit simplement d'incarner l'idée d'une progression, d'une évolution, d'une involution. Donc toutes les images, toutes les illustrations conviennent. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait au moins une qui soit choisie et qui soit instaurée, si on peut dire. C'est comme par exemple la constitution de la République mobilique. Bon, il faut un certain temps pour le mandat présidentiel. À un moment donné, on a dit que c'était le quinquennat, le septennat, après on dit que c'était le quinquennat, bon. Mais on s'y tient. Je le prenais. Donc l'astrologie est un petit peu différente. L'astrologie, on est dans une temporalité extrêmement longue et on ne va pas changer de système du jour au lendemain tous les 3 jours. C'est un autre problème. Maintenant, quel est l'objet de l'astrologie? Il est évident qu'il est nécessaire qu'elle ait un objet. C'est-à-dire qu'elle étudie quelque chose. Les réalistes vont dire mais elle va étudier les êtres humains, les individus, les personnalités. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce vraiment raisonnable? Pourquoi ne pas proposer une astrologie qui étudierait l'humanité dans son ensemble, des cycles qui seraient communs à tous les hommes au même moment et qui unifieraient quelque part l'humanité et qui la confronteraient à des problématiques synchroniques, récurrentes, un calendrier bien instauré, bien institué. C'est suffisant. C'est nécessaire, mais c'est suffisant. Pourquoi en faire plus? Pourquoi faire? Pourquoi
l'inflation de facteurs. Alors on nous dira, mais alors les planètes, les noms des dieux, vous en faites quoi, les dieux des dieux, vous en faites quoi? Ils ont bien donné leur nom à des planètes. Et là encore, c'est du réalisme, ça. De considérer que les planètes sont les demeures des dieux, c'est du réalisme. Et en plus, un réalisme assez douteux, puisque de toute façon, on n'a pas un nombre illimité de planètes. En tout cas, jusqu'au XVIIIe siècle, on n'avait pas un très grand nombre, donc on a pris des dieux et d'autres, on ne les a pas pris. Il y a eu des tas de dieux, comme Uranus, Neptune, Pluton, Pallas, Junon, Vesta, Cérès, qui n'étaient pas dans le septenaire traditionnel jusqu'au XVIIIe siècle et en partie jusqu'au XIXe siècle. Donc, voilà. Donc ces dieux ne sont pas indispensables à l'astrologie. Ils sont utiles au niveau nominaliste pour désigner, justement, on parlait tout à l'heure d'illustrer, on peut désigner, effectivement, comme l'a montré Jean-Claude Nicolas d'ailleurs, dans sa théorie des âges, ben oui, il y a un âge mercurien, un âge vénusien, un âge martien, un âge jupitérien, etc. Pourquoi pas? 4 âges. Il n'est pas indispensable de relier ces 4 âges à des planètes. Ces 4 concepts à des planètes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces âges, ils se suivent. Ils ne sont pas censés exister au même moment. On ne peut pas être à la fois enfant et vieillard. Hein? On ne peut pas être adolescent et homme de la cinquantaine. Donc, il y a un principe nécessaire de succession, de temporalité, de cyclicité, qui ne doit pas être remise en question par le fait que l'on donne des corps célestes à ces dieux et que ces corps célestes peuvent être conjoints. Que ces corps célestes qui sont censés correspondre à des états successifs, eh bien, vont se retrouver au même moment, au même endroit. C'est d'ailleurs le travail qu'a fait André Varro à ce sujet, quand il montre que les conjonctions planétaires, quand elles se regroupent, font sens dans certaines mesures, eh bien, il est dans le contresens, parce que précisément, ces conjonctions planétaires, elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être, elles ne sont pas nécessaires, et elles sont même superflues et contre-productives, puisque on ne va pas mettre en même temps, lui-même oppose Jupiter à Saturne dans ses ouvrages, ou Uranus et Neptune, on ne va pas les mettre en même temps dans la même conjonction. On peut les mettre dans un nominalisme conceptuel, philosophique, dialectique, polarité, couple de concepts. On peut les mettre dans des états successifs qui vont se suivre les uns après les autres. On ne peut pas les mettre ensemble au même moment. Donc là, il y a une aberration. Alors, maintenant, on va nous objecter que l'astrologie, elle est ce qu'elle est devenue ce qu'elle est, et que probablement, elle est née comme ça. Elle est née comme ça. Alors, vous me permettrez d'en douter. Il est vrai que on ne peut pas revenir très en arrière dans l'histoire de l'astrologie telle qu'on peut la connaître à travers les documents qui nous sont parvenus. Je dois reconnaître que ces documents qui nous sont parvenus attestent de l'utilisation de plusieurs planètes, que ce soit dans les tablettes babyloniennes ou que ce soit plus tard dans la tétrabible de Ptolémée, il y a plusieurs planètes. On va nous dire, vous voyez bien que l'astrologie était pluriplanétaire et que ça ne l'embarrassait pas de combiner les planètes au point de vue réaliste. Oui, mais moi j'ai la faiblesse de croire qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Et que ce n'a pas toujours été nécessaire à l'existence d'une astrologie. Et c'est de cela que je voudrais parler maintenant. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus spéculatif par certains côtés, mais ça relève d'une certaine logique. Comme un terme qui est très familier
surtout qu'à l'origine de l'astrologie, il était nécessaire d'avoir toutes ces planètes. Et même que ça ne faisait pas beaucoup sens. Alors, là encore, on se retrouve dans une problématique d'opposition entre science et technique. Il y a beaucoup d'astrologues aujourd'hui qui sont persuadés, en tout cas qui croient être obligés de dire, et qui ne voient pas très bien d'autres alternatives, ils croient qu'ils sont obligés de déclarer que, et c'est un peu ce que dit Jean-Pierre Nicolas, ou même Gauquelin, que, eh bien, il y a une réalité astronomique qui comporte par elle-même une certaine forme de langage, de signification, qui serait universelle. Et comme elle serait universelle, c'est-à-dire que comme toutes ces valeurs planétaires et mythologiques seraient universelles, elle ne serait aucunement réservée aux hommes. Les hommes n'auraient fait que les découvrir en eux-mêmes ou autour d'eux. Donc il y a une croyance dans une sorte de science astrologique que les hommes auraient décrypté, dévoilé au cours des siècles, au cours des millénaires, par je ne sais quelle intuition qu'ils auraient eu, quelle capacité à décrypter le cosmos. Alors, moi je ne crois pas que cette idée d'une astrologie scientifique, c'est-à-dire une astrologie qui serait universelle et qui serait une sorte de réalité cosmique en soi, soit nécessaire à l'existence de l'astrologie. Du tout. Et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de le présenter de cette façon. Parce que ça fait bien rire tout le monde et qu'on ne va pas très loin comme ça. Parce que ça suppose quand même quelque part que ces astres aient une certaine forme de réalité en soi qui puisse être étudiée et qui montrerait qu'effectivement ces astres aient véritablement cette influence. Alors là, on est en plein dans le réalisme, là encore. Pour moi, les astres n'ont astrologiquement, en principe, aucune influence. Ça ne veut pas dire que nous soyons dans le symbolisme. Ça veut dire simplement qu'ils sont instrumentalisés. C'est-à-dire que l'on les a exploités, utilisés à des fins pratiques bien précises, qui sont de construire une sorte de cyclicité qui ferait sens pour l'humanité, pour les sociétés. Ni plus, ni moins. On est dans l'économie, dans le modèle le plus économique. Et on peut penser que le commencement des choses doit être très économique. Après, ça se complique. Et évidemment, un des principes du rasoir d'Occam, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc, je crois que l'astrologie est née d'un besoin des sociétés humaines. On ne va pas rentrer dans le détail de quelle était la nature de ces sociétés, quels étaient les moyens de ces sociétés, c'est un autre sujet encore. Mais en tout cas, il était nécessaire d'instaurer un système simple, à base d'un seul cycle, à base d'un nombre limité de phases, d'un cycle d'une durée limitée, en l'occurrence 7 ans. Si on divise le cycle de Saturne par 4, on a à peu près 7 ans. C'est très raisonnable. Surtout que chaque phase ne va pas durer 7 ans, chaque phase va durer 3 ans, par exemple, 2 fois 3, ou peu importe, dans ces eaux-là. Voilà, à mon avis, comment le visage de l'astrologie originelle. Voilà ce qui était nécessaire pour qu'existe cette astrologie originelle. C'était le point de départ nécessaire. Donc, si on raisonne en termes de logique initiale, de logique originelle, effectivement, c'est suffisant. Alors, je terminerai en disant pourquoi ne pas être raisonnable? Pourquoi ne pas dire, bon, effectivement, bon, essayons déjà de démontrer l'existence de cette astrologie nécessaire. Essayons déjà de montrer qu'il y a effectivement une astrologie de ce genre-là, de ce type-là, avec un seul facteur planétaire, avec quelques étoiles fixes qui le balisent, qui sont des signaux qui ont été mis en place, qui ont été reconnus comme tels, des configurations qui ont été décodées ou encodées comme telles.
parle de la société dans sa globalité, et non pas des individus. Parce que le réalisme, lui, c'est vrai, la société, c'est assez vague, l'humanité, c'est assez vague. Donc le réalisme, c'est vraiment alors, les planètes et les personnes, et les individus. Donc ce sont des entités bien concrètes, autant sur le plan planétaire, il doit y en avoir autant aussi nombreuses que possible, que sur le plan humain, et là encore, alors là, on a une quantité absolument illimitée de cas possibles avec les thèmes de naissance, vu que la configuration globale du ciel évolue en permanence. Donc voyez-vous, on a vraiment là un processus. Alors, effectivement, les réalistes ont raison quelque part. Ils ont raison historiquement, puisque en effet, c'est comme ça que les choses se sont terminées. Donc l'astrologie actuelle, c'est ça. Et l'astrologie actuelle, qu'est-ce que c'est que l'astrologie actuelle? C'est l'astrologie des astrologues. C'est l'astrologie des livres d'astrologie. Mais ce n'est pas l'astrologie réelle, c'est ce que je veux dire. Parce que la véritable astrologie, c'est l'astrologie initiale. Pourquoi? Parce que cette astrologie initiale, c'est celle qui nous a construits. C'est celle qui a perduré. Elle a perduré selon des processus que j'ai étudiés par ailleurs, mais elle continue à fonctionner. Et donc finalement, nous ne fonctionnons pas d'après l'astrologie d'aujourd'hui, mais d'après l'astrologie d'il y a 10 000 ans ou 20 000 ans. Donc il y a un décalage énorme entre le discours des astrologues qui plaquent sur la réalité et la réalité astrologique qui, elle, est beaucoup plus simple. Là encore, on tombe dans la notion de nécessité, de simplicité, d'économie, de parcimonie. Donc il y a un fossé croissant entre l'astrologie astronomique, scientifique, entre guillemets, se référant à une sorte de réalité universelle qui sous-tendrait l'astrologie, et une astrologie technique qui est simplement de l'ordre de la biotechnologie, effectivement, il faut le dire. Mais en tout cas, alors comment ça s'est passé? Eh bien, écoutez, soyons simples sur ce point, quitte à être un petit peu elliptique. Les sociétés anciennes se sont donné des lois, et ces lois étaient fondées sur les astres. C'est pour ça que c'est en fait qu'on peut parler d'une astronomie, puisque la notion de nomie, ça veut dire la norme, c'est donc la loi. Donc on pourrait dire que c'est une astronomie. Une loi qui s'impose à la société, qui s'impose au fonctionnement collectif, et on sait très bien aujourd'hui encore qu'il y a des fonctionnements collectifs. Les élections, c'est des fonctionnements collectifs, ce ne sont pas des fonctionnements individuels. Et même si chaque individu doit participer, il y a le taux d'abstention, il y a le vote carte, ça c'est évident. Et donc, ils se sont donné ces lois, et ils ont déterminé que lorsque Saturne se rapprocherait de telle distance de telle étoile, eh bien, il y aurait le début d'un cycle de 7 ans. Et quand il s'en éloignerait, eh bien, on aurait une sorte de phase nocturne du cycle, avec une forme d'hibernation et de laisser faire, de laisser aller, que j'appelle l'opposition entre phase montante et phase descendante, qui, à mon avis, est un peu l'opposition entre la vie et la mort. Car quelque part, la nuit, c'est la mort de la lumière, et l'hiver, c'est la mort de la chaleur, etc. Donc, il y a cette dialectique de vie et de mort sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, de même que je voudrais aussi expliquer qu'il n'est pas nécessaire pour que l'astrologie existe que tous les êtres humains soient directement marqués par ces signaux cosmiques. Ce n'est pas une nécessité. On peut très bien imaginer qu'une partie de cette humanité puisse être marquée par cela, et pas toute l'humanité. Et que cette partie de l'humanité qui est marquée par cela, eh bien, elle va propager cette énergie, cette stimulation à l'ensemble. Et j'ai désigné les femmes comme étant les porteurs par priorité de cette cyclicité, dont elles sont également déjà tributaires pour la menstruation et pour la question de la progression de la gestation, de la naissance, de la conception à la naissance, de la procréation.
Voilà ce que je voulais dire. Donc il y a une nécessité pour moi à placer les femmes au cœur du système astrologique. Ce sont elles qui sont marquées par les mouvements de progression et d'éloignement de Saturne par rapport à l'une des 4 étoiles fixes. Et voilà donc l'astrologie avec ce visage ocamien que